Lorsqu'on a des fonctions de base, fonctions élémentaires, mais ça marche aussi pour des fonctions qui ne sont pas élémentaires, mais on va essayer de s'imaginer ça avec des fonctions élémentaires. On a des fonctions qui sont apparentées, c'est-à-dire qui appartiennent à la même famille. Fait que si vous avez une fonction quelconque f, par exemple, imaginez-vous la fonction racine carrée. Les fonctions apparentées, ce sont des fonctions que l'on obtient en effectuant des transformations relativement simples de la fonction de base. C'est quelque chose qui est comme a fois f de b fois x moins c plus d. Les parenthèses sont importantes ici. Quels sont les effets de chacun de ces termes-là? Le terme a qui multiplie la fonction f. Lui, ce qu'il fait, c'est un étirement vertical à partir de l'axe des x selon un facteur de a. Puis si la valeur de a est négative, vous allez commencer par effectuer une réflexion selon l'axe des x. Un flip. Si j'écrivais par exemple y est égal à 2 fois racine de x, ça prendrait ma fonction racine de x initiale, puis je ferais un étirement vertical à partir de l'axe des x. Fait que j'aurais quelque chose qui serait 2 fois plus grand, s'il vous plaît. Okay? Fait que si ça c'est un point qui est ici, ce point-là, il va être à la même distance. Parce qu'il faut que ce truc-là soit 2 fois plus grand que ce truc-là, pour chacun des points qui sont là. Le facteur B ici vous donne de l'information au sujet d'un étirement horizontal. Mais il faut faire attention, pour le facteur à l'extérieur de la fonction, c'est un étirement vertical selon le facteur lui-même. Si vous faites un étirement horizontal avec un coefficient qui se retrouve à l'intérieur de la fonction, il faut inverser le terme. Fait que c'est pas un étirement horizontal de facteur B, c'est un étirement horizontal de facteur 1 sur B. Si B est négatif, vous devez commencer par faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous travaillez, par exemple, avec ceci. Vous remarquerez, là, ça, c'est pas la même chose que 2 racines de x. C'est différent. Ouais, si on part avec la fonction racine carrée initiale, ici, on aurait un étirement horizontal de facteur, notre B c'est 2, ça serait le facteur 1/2. Donc on aurait une fonction qui est squishée. Si on a si on a un point qui est ici, qui se rend jusque là, le point correspondant il serait ici. Et pour ce point-là, il serait à mi-chemin. On aurait une courbe qui ressemblerait à ça. Pour l'exemple que je viens de vous donner, l'étirement vertical puis l'étirement horizontal, ça finit par vous donner des trucs qui se ressemblent énormément. Ça arrive, des fois. Il y a 2 autres modifications. On rajoute un D ou un soustrait, ou on soustrait un C. Il y a une translation horizontale de C. Fait que vous allez vers la droite si C est positif ou vers la gauche si C est négatif. Quelque chose qui ressemble à ça. Ici, le C c'est égal à 2. Parce que dans la formule, on avait x moins C. Fait que C c'est 2, 2 c'est positif. Fait que je me dirige vers la droite de 2 unités. Fait que si ça c'est racine de x,
Il faut que je parte de 2 unités pour avoir l'autre. Puis une translation verticale de D. En haut, si D est plus grand que 0, puis en bas, si D est plus petit que 0. J'ai placé mes transformations dans un ordre particulier. Vous devez faire les étirements verticales puis horizontales avant de faire les translations. Horizontales puis verticales. Sans ça, vous n'aurez pas les bons graphiques. Fait que je vais vous demander de penser comment vous traceriez le graphique de la fonction 3 fois la valeur absolue de x plus 2 moins 4, racine carrée de 2x moins 2 plus 1, puis moins 2x au carré plus 3x plus 1. Puis je vais vous donner un indice avant que vous continuiez ou que vous commenciez. Vous devez identifier la fonction de base, puis vous devez l'écrire avec un A, un B, un C, puis un D. Donc, ça se pourrait que le A, le B, le C ou le D soient égal à 0 ou à 1, ça se pourrait. Mais pour chacune de ces fonctions-là, trouvez la fonction de base, comme par exemple dans le premier, la fonction de base, c'est la valeur absolue. Puis une fois que vous avez ça, vous devez trouver le A, le B, le C, puis le D qui va vous permettre d'obtenir exactement la fonction qui est ici. Faites une pause sur la vidéo. Essayez de trouver les solutions. Quand vous serez prêt à recommencer, vous recommencerez. C'est ça que je veux dire quand je vous demande de trouver le A, le B, le C et le D. Fait que par exemple, si vous avez la fonction 3 fois valeur absolue de x plus 2 moins 4. Moi, je vous propose d'écrire ça comme étant 3 fois la valeur absolue de x moins 2. C'est la même chose que x plus 2. En valeur absolue, plus moins 4. Pourquoi je vous propose de faire ça? Parce que il faut que ça finisse par ressembler à quelque chose comme ça. X moins C. Avoir un plus D. Un facteur en avant, puis un facteur en avant ici aussi. En fait, je vais vous donner une étape supplémentaire qui n'est pas écrite dans les diapos. Vous devriez voir ça comme étant 3 fois la valeur absolue de 1 fois x moins 2 plus moins 4. Vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça? C'était tellement plus simple de l'écrire comme ça. C'est vrai, mais maintenant, je peux facilement identifier le A, le B, le C et le D. A, c'est 3, B, c'est 1, C, c'est moins 2, puis D, c'est moins 4. Puis là, je fais mes étirements verticales ou horizontales en premier, puis ensuite mes translations. Fait que vous commenceriez ici par faire, à partir de la fonction de base, qui est la valeur absolue. Je vous rappelle, c'est ce graphique-là, là. On commence par faire un étirement vertical de facteur 3. Une translation, attends un petit peu avant une translation, il n'y a pas un étirement horizontal à faire. Il n'y en a pas vraiment d'étirement horizontal. C'est un étirement horizontal de facteur 1. On ne fait rien. Une translation maintenant horizontale de C est égal à moins 2. Fait que la valeur de C c'était moins 2, c'est-à-dire qu'on bouge le graphique vers la gauche. Une translation verticale de D qui est égal à moins 4, c'est-à-dire qu'on descend le graphique vers le bas. Fait que si on combine ces trois trucs-là, on se retrouve avec ceci. Le graphique de départ, c'est celui-ci en orange. On fait un étirement vertical de 3. Ça a l'effet de faire un squeeze. On bouge le graphique de moins 2 unités vers la gauche. Puis on descend le graphique
de 4 unités vers le bas. On se retrouve avec l'autre graphique. C'est construit à partir de la même fonction de base, mais vous voyez que c'est pas la même graphique. Il y a des trucs qui ont changé. Fait que les deux autres exemples, l'exemple 2 puis 3, vous avez les solutions ici. Je ne les fais pas avec vous, je vais vous demander de les consulter, puis de vous assurer que vous compreniez pourquoi la solution, c'est la courbe en bleu qui est ici. Ce sont des trucs qui sont importants. C'est important qu'on sache les faire. C'est pas important parce qu'on va vous demander de tracer des courbes. On va voir plus tard une méthode qui va nous permettre de tracer les courbes sans avoir à faire ce genre de truc-là. Fait qu'on vous demande pas de faire ça parce que ça va être important de savoir déménager ou bouger les fonctions ou les graphiques des fonctions. On vous demande de faire ça parce qu'on veut que vous appreniez à manipuler les fonctions, à comprendre ce que c'est une fonction. Okay? Inquiétez-vous pas trop si vous êtes pas tout à fait certain, c'est pas crucial, c'est pas essentiel. On va trouver une méthode plus tard qui va vous permettre, comme je vous ai dit, de tracer les courbes des fonctions. Puis cette méthode-là, par exemple, elle est cruciale. Vous devez la maîtriser. Mais en fait, elle est un peu plus simple que ce qu'on vous demande de faire ici. C'est vraiment de la dérivée première puis la dérivée seconde. Pour dire c'est quoi plus tard, vous êtes capable de tracer courbe représentative, une esquisse du graphique de n'importe quelle fonction algébrique. Le dernier truc dont je veux parler dans cette vidéo-ci, c'est la composition de fonctions. Là, il y a quelque chose qui n'a pas d'allure avec ma phrase. J'ai oublié ça ici. Fait qu'on avait l'ensemble de tous les pays de la planète. C'est pas le même que ce qu'on avait au départ. Au départ, on avait l'ensemble des villages V. Fait que j'ai un nouvel ensemble, l'ensemble des pays de la planète. La fonction G qui va de E dans V n'a pas changé. C'est la même fonction que tout à l'heure à l'exemple 7. Quelqu'un qui était impliqué dans le cours, puis dans quelle ville ou village cette personne-là était née. On a une nouvelle fonction maintenant. Fonction F. Qui va prendre une ville puis qui va vous donner le pays dans lequel la ville se trouve. Et là, vous pouvez enchaîner les fonctions. Parce que ce que vous pourriez dire, c'est que je commence par trouver une personne qui est impliquée dans le cours, que ce soit moi ou vous. Je vais trouver la ville ou le village où cette personne-là est née. Puis je vais trouver le pays dans lequel cette ville-là se trouve. Ça serait la même chose qu'avoir une fonction qui part de l'ensemble de toutes les personnes dans le cours. Puis qui me donne tout simplement le pays dans lequel la personne est née. J'ai pas vraiment besoin de passer par la ville pour trouver le pays. Mais il se pourrait que j'aie deux fonctions seulement. La fonction qui va des étudiants ou des étudiantes aux villes, puis la fonction qui va des villes au pays. Dans ce cas-là, je les enchaîne. Je commence avec un, je me rends à travers la boîte, j'ai quelque chose qui sort. Puis ce qui sort, je le lance en boîte pour les pays, puis j'ai un pays qui sort. C'est quelque chose qui est faisable aussi. Le pays dans lequel une personne qui suit le cours est née, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Fait que, par exemple, pour moi, vous me lancez dans la machine qui dit dans quelle ville vous êtes né. Patrick Boilly est né à Matane. Puis maintenant, je veux savoir dans quel pays Patrick Boilly est né. Ça se trouve que Patrick Boilly est né à Matane, puis Matane, je le lance dans la fonction F, pas la même fonction. C'est une fonction différente. C'est une fonction qui a des ensembles de départ différents, des ensembles d'arrivée différents.
Cette fonction-là, si vous lui donnez une ville ou un village, elle vous donne un pays. F de Matane, c'est le Canada. Ça fait que ce qu'on conclut de ça, c'est que Patrick Boily est né au Canada. L'étape intermédiaire, la ville, on n'a pas besoin vraiment de l'avoir pour obtenir le résultat. Ça ne va pas changer le résultat qu'on l'aille ou pas. Fait qu'on peut s'imaginer qu'il y a une autre fonction H qui, cette fois-ci, part des étudiants ou des personnes impliquées dans le cours puis qui vous redonne un pays. C'est tout à fait acceptable comme vision des choses. La notation qu'on utiliserait, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Si on enchaîne les fonctions G puis F, ce que ça veut dire, c'est que on commence par calculer le G, la fonction G qui est ici, puis ensuite, on évalue le résultat de ça, on rentre dans la fonction F. Numériquement, qu'est-ce que ça veut dire? La composition de deux fonctions va seulement être bien définie si, ça c'est important, si l'ensemble dérivée de la première fonction, qu'on va finir par appeler la fonction interne, c'est dans l'espace ou dans l'ensemble de départ de la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est la fonction externe. Fait que f rond g, c'est f de g de x. Mais faites attention, g c'est la première fonction ici, là. La fonction interne. Puis f c'est la fonction externe. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, ça a de l'allure de demander c'est quoi f de g de Patrick Boily. Parce que g c'est une fonction qui prend des gens puis qui vous donne quoi? Qui vous donne une ville. Puis ça a du sens d'avoir une ville ici parce que F d'une ville, c'est un pays. Ça, c'est bien défini. Mais mettons que j'inversais l'ordre. Mettons que je faisais G de F. Ben, je peux pas faire G de F de Patrick Boily parce que F, ça prend pas du monde comme entrée, ça prend des villes. Fait que F de Patrick Boily, c'est même pas défini. Ça n'existe pas. OK. Peut-être qu'à la place de prendre cette fonction-là, je m'intéresse à ce qui se passe avec G de F de Matane. Parce que je sais que F de Matane, c'est quelque chose qui est calculable. Dans quel pays est-ce que Matane se retrouve? F de Matane, ouais, c'est le Canada. Là, j'ai G de Canada. Ah, mais là, ça n'a plus de sens. G, c'est pas une fonction dont les entrées sont des pays. G, c'est une fonction dont les entrées sont des gens. Fait que l'ordre dans lequel on compose les fonctions est importante. La composante interne, la composante externe, il faut savoir les reconnaître. Fait que ça a juste du sens ici si l'image de la fonction G est contenue dans le domaine de la fonction F. Fait que là, je veux vraiment que vous compreniez. Quand on écrit F rond G ou F de G de X, c'est ce diagramme-là qu'on a en tête. A va dans B à l'aide de la règle G, puis B va dans C à l'aide de la règle F. Vous ne pouvez pas écrire B, F, C, A, et non, ça là, ça n'a pas d'allure. Cette fonction-là, G va pas de C dans A, G allait de A dans B. Il y a juste une façon d'enchaîner cette expression-là. Écoutez, en pratique, c'est beaucoup moins compliqué que ce que je viens de vous raconter. Tout ce que vous avez besoin de vous rappeler, c'est comment calculer les trucs ici, là. En général,
même quand les deux fonctions sont composables dans les deux ordres, f rond g, c'est pas la même chose que g rond f. Bon, la composition de f puis g, c'est pas la même chose que la composition de g et f. Fait que la composition, c'est pas une opération qui est commutative. 3 plus 6, c'est égal à 6 plus 3, ça dérange pas l'ordre dans lequel vous faites l'addition, la somme. Ben, la composition, l'ordre est important. Cet exemple-ci va vous donner une idée de ce que vous devez savoir faire avec les compositions pour le cours de calcul différentiel. Mettons que vous n'avez pas compris un traître mot de ce que je vous ai raconté dans les 2 ou 3 dernières diapositives, c'est pas grave. Êtes-vous capable de comprendre ce qu'on va faire ici? C'est ça qui est important. Fait qu'on a des fonctions qui sont définies par 17x plus x au carré, c'est la fonction g, puis une fonction f qui est 3x au carré plus 2. Fait que ce sont deux fonctions qui existent. Je précise pas l'ensemble d'arrivée, l'ensemble de départ. Alors, on se souvient qu'en général, ça veut dire qu'on prend pour acquis que ce sont les fonctions de R dans R. Les valeurs de x ici, là, c'est des nombres réels, puis les sorties, ça serait des nombres réels aussi. On considère deux fonctions. La fonction h, qui est la composition de g avec f, et la fonction k, qui est la composition de f avec g. Puis je vous demande de calculer les 6 trucs suivants. Pause sur votre vidéo. Quand vous serez prêt à vérifier ou si vous n'êtes pas certain quoi faire, vous pouvez continuer la vidéo. Ben, k de 2, qu'est-ce que ça serait? K de 2, par définition, là, la fonction k, c'est celle qui est ici. C'est f rond g de 2. Puis, on a vu une définition de f rond g, c'est tout simplement f de g de 2. G de 2, qu'est-ce que c'est? Bien, la fonction g, elle prend n'importe quoi que vous lui donnez. Puis elle va le multiplier par 17, puis ajouter à ça son carré. Si vous n'êtes pas tout à fait certain ou si vous avez peur que le f vous mélange, calculez g de 2 séparément. Mettez-le ici, là. G de 2, c'est défini par ça. Je vais remplacer x par 2, 7 fois 2, plus 2 au carré. On a ce qu'on veut. 17 fois 2, c'est 34. 2 au carré, c'est 4. Fait que g de 2, c'est 38. Gf de 38. Puis la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce que vous lui avez donné, elle l'élève au carré, elle multiplie par 3, puis ensuite elle rajoute 2. Fait que ça serait 3 fois 38 au carré plus 2. Bon, la valeur exacte, là, je m'en fous. En tout cas, c'est pas super intéressant, mais c'est l'idée ici. C'est ça qu'on a. Je vais vous en faire une autre. Et ensuite, deux autres, puis vous ferez les autres par vous-même. Regardez l'exemple numéro 4. Je vous demande de calculer h de g de 2. G de 2, je l'ai déjà calculé. Je remplace x par 2. 7 fois 2 plus 2 au carré, ça fait 38. Fait que h de g de 2, c'est vraiment h de 38. H, qu'est-ce que c'est? Ben, je peux voir dans ma liste de fonctions. H, c'est la composition de G avec F. Fait que selon ma règle, la composante externe, c'est G, la composante interne, c'est F. Vous vous retrouveriez avec ça. Là, il y a deux façons de s'y prendre. Vous pouvez calculer F de 38 directement. En fait, on l'a calculé f de 38 là, tout à l'heure, c'était 3 fois 38 au carré plus 2.
C'est une façon de s'y prendre. Mais il y a un autre truc qu'on peut faire. Le f de 38, pour l'instant, je vais lui donner un nom particulier. Je vais l'appeler fromage, mettons. Fromage, c'est la valeur de la fonction f à 38. Fait que g de f de 38, c'est g de fromage. Puis ben, g, qu'est-ce que ça fait comme fonction? Ça prend n'importe quoi que vous me donnez, ça le multiplie par 17, puis ça rajoute le carré du n'importe quoi. Fait que ça ferait 17 fois fromage plus le carré de fromage. Puis fromage, ben c'est pas n'importe quoi, là, c'est f de 38. Fait qu'on pourrait écrire ça comme étant 17 fois f de 38 plus f de 38 au carré. Puis là, ben, vous calculeriez f de 38 séparément. F de 38, c'est quoi? 3 fois 38 au carré plus 2. Ici, c'est 17 fois 3 fois 38 au carré plus 2 plus le carré de 3 fois 38 au carré plus 2. Puis bon, la valeur exacte, là, pas super intéressante, mais c'est des calculs qu'on fait facilement avec une calculatrice. Je vais changer d'idée, je ne ferai pas le troisième exemple. C'est important que vous sachiez manipuler les compositions de fonctions. Ça, on va les retrouver souvent dans les chapitres qui suivent. Chapitres 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous ne comprenez pas ce que c'est une composition, vous allez avoir de la misère à suivre. Fait que vous pourrez regarder les solutions ici. Assurez-vous que vous sachiez calculer ces compositions-là. Si ça ne fonctionne pas pour vous, donc si vous ne l'avez pas compris, vous me contactez pendant mes heures de disponibilité pour qu'on en parle. C'est essentiel. Vous devez comprendre ça. Et puis, ben, je vais sauter l'inverse d'une fonction. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser avant le chapitre 9, de toute façon. Quand on sera rendu au chapitre 9, je vous dirai ce que vous avez besoin de savoir au sujet de l'inverse de la fonction. Je veux que ça intéresse, vous pouvez quand même lire les diapos ou aller voir dans le livre pour voir de quelle façon on en parle.